J'ai vu des photos dans les camps. C'est tellement ignoble et abject qu'on ne peut pas le répéter. Ça va nous permettre de transmettre son histoire, de ne pas oublier le passé. J'ai mis tant de temps à oublier. Salut tout le monde et bienvenue pour cette interview de Lucie Fouble, première interview IRL depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on va parler avec elle du court-métrage Colette, qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire 2021. Et j'en profite aussi pour remercier le lycée Mariette qui nous permet d'enregistrer ici. Je sais pas pour toi, mais moi ça me fait plaisir de m'installer dans des sièges rouges, voilà. Enfin, les cinémas sont réouverts et ça fait plaisir. Et puis aussi, merci à toi, merci Lucie d'accepter parce que là, c'est interview à gogo, je suppose. Oui. Oui, t'arrives au bout, tu arrives au bout, ne t'inquiète pas. Et donc, je suis bien content d'être ton maître d'internat parce que du coup, moi, je peux faire une interview avec toi. Et donc, la première question que je voudrais te poser, avant qu'on parle vraiment du film, c'est quel est ton parcours? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors je suis originaire de Saint-Omer. Et avant d'arriver en Cagne au lycée Mariette, j'ai fait mes 3 ans de lycée au lycée Ribot et mes années collège au collège Albert Camus de Limbre. Mmh. Et c'est au collège notamment que j'ai eu ce déclic pour l'histoire. D'accord. Quand ma professeure d'histoire de 3e a fait le cours sur la Seconde Guerre mondiale et sur les déportations. Et depuis, j'ai pas changé de voie, je suis vraiment restée fixée sur cette période-là de l'histoire. Au lycée, j'ai participé au concours national de la résistance et de la déportation. Donc on a, selon les années, c'est une thématique sur la résistance, une autre sur les déportations. Mmh. J'ai été sélectionnée et récompensée plusieurs fois. Et puis bon, maintenant, je suis en classe préparatoire, spécialisée en histoire-géographie. Et puis bon, après on va continuer dans les études de recherche. D'accord, et parce que en fait, dans le film, on parle du bouquin dirigé par Laurent Thierry. Oui. Je sais plus le nom, excuse-moi, je l'ai là. C'est le livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora. Donc j'ai découvert ce projet il y a 4 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai demandé pour pouvoir travailler tout simplement à la coupole en tant que job étudiant. D'accord. J'ai été prise et donc là j'ai découvert ce projet. Au départ, comme j'étais jeune, j'avais pas d'expérience. Au départ, j'ai pas participé à proprement parler à la rédaction du livre. Je préparais les dossiers d'archives individuels en fait pour écrire les notices biographiques. On s'appuie sur des archives qui sont conservées au service historique de la défense de Caen. Mmh. Je demandais les actes de naissance auprès des mairies pour savoir ce qu'il en était des déportés qui avaient survécu à leur déportation à Dora, ou je cherchais directement les actes dans les archives en ligne. Donc ça m'a permis d'apprendre un peu le métier de la recherche. T'es sur du concret tout de suite, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font du travail qui font des études de recherche, mais ils sont pas dans la pratique tout de suite. Toi, t'es vraiment arrivé dessus. Ouais. D'entrer jeune en fait un peu dans le monde de la recherche. Et c'est un peu plus tard, Laurent Thierry, donc, qui dirige le livre des 9000, m'a proposé d'écrire des notices. C'était l'année de mon bac, donc j'en ai pas écrit énormément, j'en ai écrit environ une dizaine, dont celle de Jean-Pierre Catherine, Ouais. qui apparaît dans le documentaire. Et j'en ai surtout corrigé et relu beaucoup, environ 70-80. Et aujourd'hui, je travaille toujours sur le projet, puisque le livre il est paru là en septembre 2020 aux éditions du Cherche Midi. Mais on continue le travail de recherche, puisque il y a une version numérique qui est prévue, et depuis que le livre est sorti, il y a certaines familles de déportés qui découvrent le projet, le livre, qui ne connaissaient pas avant, et qui nous envoient des documents d'archives supplémentaires qu'on n'avait pas, donc que ce soit des photos, des vêtements quand ils sont venus des camps, des chaussures, des cuillères, toutes sortes de choses, et toutes ces archives-là, il faut les classer, les archiver à la coupole, au centre de ressources Jacques Brun. D'accord. Et donc, toi, comment t'es arrivé sur le projet sur le film en lui-même? Parce que dans le film, Colette explique qu'elle vient de son propre chef en fait vers toi. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça ou est-ce que c'est un peu fictionné et c'est plutôt les réalisateurs qui sont venus vers toi? En fait, Alice Doyard, la productrice française du documentaire,
a vu que la coupole et Laurent Thierry travaillaient sur le camp de Dora. Donc du coup, elle a contacté Laurent Thierry pour lui demander s'il y avait un ou une bénévole qui pourrait accompagner Colette. D'accord. Et justement, je travaillais sur la notice de son frère. Et donc c'est pour ça que Oui. je me suis retrouvée à rencontrer Colette et à partir en Allemagne avec elle. Il y a une question aussi que je me pose, parce que nous, moi, je vais surtout te parler de cinéma, sur la manière dont ça a été fait et tout. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu perturbé. Est-ce que on t'a demandé de refaire des scènes? Tu sais, est-ce qu'on t'a demandé, genre à un moment, je pense, quand tu cherches l'adresse de Colette, est-ce qu'on t'a demandé par exemple de faire ça? Parce que je vois qu'il y a des choses qui sont filmées sur le vif et d'autres qui ont été refilmées derrière, ou en tout cas qui ne correspondent pas au moment où vous parlez. Donc comment ça s'est passé? On vous a demandé de faire un mélange entre la fiction et le réel en fait? Pour le coup, toutes les réactions de Colette, c'est sur le coup. Après, moi, avec Alice Doyard, le plus souvent, par exemple pour la caserne de Nordhausen ou le crématoire, on est allé sur les lieux avant pour pouvoir les repérer et pour se demander, bon, à cet endroit-là, on va parler de ça, on va montrer tel document d'archives éventuellement. Est-ce qu'on montre tel document, est-ce qu'on ne le montre pas? Par exemple, à la Bockel-Caserne, on avait des documents d'archives avec des photos, avec des corps allongés à terre après le bombardement par les Alliés. Donc Jean-Pierre, il était déjà décédé. Mais on s'est dit non, on va pas lui montrer puisque c'est trop violent pour Colette. Et on s'est dit, elle va chercher son frère. Et pour le passage où je cherche sa maison, forcément, on l'a fait en plusieurs fois puisque en fait, c'est surtout pour les plans. Ouais. On voulait plusieurs, du coup, comme toujours, hein, ils savent pas exactement quel plan ils vont choisir, du coup, ils en font plusieurs. Mais sinon, à part discuter avant de ce qu'on allait dire, de ce que j'allais dire, de parler de tel événement dans le parcours de Jean-Pierre, on n'a pas refait de... Oui, en fait, vous avez déjà les thèmes préparés avant d'enregistrer. Et au moment où vous allez enregistrer, bon, il y a le plan et en fonction des réponses de Colette, Puis c'est surtout pour savoir où on allait, pour pas... C'est ça. À tel endroit, c'est plus judicieux de parler de ça pour que ce soit cohérent. Ouais, je vois tout à fait. Et la caméra, je sais que parfois elle est en retrait. Je me rappelle, à un moment, t'es chez Colette et puis vous discutez ensemble et on voit bien que la caméra elle est derrière la porte. Est-ce que au bout d'un moment, parce que vous avez tourné une semaine, c'est ça? À peu près. À peu près, environ une semaine. Est-ce qu'au bout d'un moment on oublie la caméra? Ou est-ce que tu te dis toujours je suis filmé? Au départ, c'était la première fois que je me retrouvais devant une caméra. Forcément, c'était intimidant. Et puis après, j'avais toujours Alice Doyard avec moi, qui était derrière la caméra souvent et qui me faisait... si elle voyait, je regardais, parce que forcément, on n'avait pas le droit de regarder. Ah oui. Elle me faisait des signes derrière pour me dire « Lucie, regarde-moi », des choses comme ça. Mais la caméra, elle était vraiment tout le temps là. D'accord. Même dès le départ, quand on est parti de Paris avec Colette, j'ai rejoint Colette à Paris, et de Paris jusqu'en Allemagne, dans le train, on a filmé, parce qu'on a fait des échanges et tout. Il y a eu seulement sur le chemin du retour où il n'y avait plus de caméra. Mais bon, après, je pense qu'on s'habitue quand même. Parce que vraiment, il tournait tout le temps, même si t'étais pas au courant que ça tournait, il n'y avait rien de préparé, ça tournait quand même. Même si ça rentrait pas dans le documentaire, ça tournait toujours. Donc bon, je pense que... Et puis à certains moments, la caméra, elle nous a pas suivis. Par exemple, dans le crématoire, ils sont restés dehors, puisqu'on s'est dit, le crématoire, c'est un lieu particulier pour Colette. Donc là, on est vraiment rentrés qu'à deux. Ils entendaient seulement ce qu'on disait, et la caméra, elle était vraiment à l'extérieur. Oui, et c'est pas plus mal, parce que sinon, je pense qu'on serait rentré dans quelque chose de très voyeuriste, et là, ça aurait posé problème, je pense. Oui. Enfin, là, après, c'est mon avis personnel, évidemment. C'était un moment super difficile pour Colette, pour moi aussi, mais donc on s'est dit... déjà, on a demandé à Colette si elle voulait aller dans le crématoire, elle a dit oui, et on a dit on va y aller sans les caméras, comme ça... Et est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi parce qu'avec la montagne de rush que vous aviez, est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi le court-métrage plutôt que le long-métrage? Ils te l'ont dit ou pas? Je sais qu'au départ, c'était pour un jeu vidéo. D'accord. J'ai pas les détails sur ça. Et en fait, ils ont rencontré Colette, Alice a interviewé Colette. D'accord. Et elle s'est dit, on doit faire plus que ça en fait. Ouais, on doit raconter son histoire et celle de son frère. Ce qui était prévu. Donc du coup, c'est là qu'ils ont choisi de faire un documentaire, mais après pour court-métrage, long-métrage,
Je sais pas du Aucune tout. idée. Ouais, ça m'a intrigué parce que je me dis, mais c'est dommage parce il y avait beaucoup plus de choses à dire. Je suppose que toi, bon, Oui, bah, il y a t'étais- des passages des moments où ça a filmé et qui apparaissent. Ouais, qui bien n'apparaissent sûr. pas. Bien sûr. Et pour ce qui est du moment où vous êtes sur le site, est-ce que vous étiez tout seul sur le site ou pas? Parce qu'il y a vraiment cette impression de solitude où vous êtes rien qu'à deux, mais il n'y avait pas de visiteurs, il n'y avait pas de... C'est interdit au public ou... À mon souvenir, quand on est allé, c'était au mois de mai 2019. Il n'y avait pas encore de corona. Ouais. Mais à mon souvenir, il y avait d'autres. Je pense qu'il y avait d'autres personnes. Mais je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de monde au moment où on y allait. Ouais. J'avoue que je ne saurais plus trop dire. Bon, je sais, il y avait toute l'équipe derrière qu'on Bien voit sûr. pas, mais pour ce qui est des visiteurs, j'avoue que peut-être qu'il y avait. Soit il y avait vraiment pas beaucoup de monde, ou soit on était vraiment toute seule. Mais Et c'est pas l'un des camps Mais- les plus visités en soi. pour le nombre de visiteurs, je ne sais pas, mais du point de vue historique, c'est un camp qui est pas très très connu. Ouais. Parce que les États-Unis ont fait en sorte que Dora soit oubliée. D'accord. Puisque à Dora, on a construit les fusées V2 qui devaient être lancées sur l'onde depuis la coupole. Mhm. Justement, donc c'est pour ça qu'il y a ce lien entre le livre des 9000 et le documentaire. La personne qui a conçu ces fusées V2, c'est Werner von Braun. Quand les Alliés sont arrivés, il s'est rendu aux Américains et les Américains l'ont récupéré pour la conquête spatiale pendant la guerre froide. Comme beaucoup hein, d'ailleurs, hein. Il y en a Oui, pas oui, mal qui sont arrivés aux États-Unis et qui Et, à la base. Et bossaient c'est pour les Werner nazis. von Braun qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Ouais, ouais. Mhm. Et justement, c'est pour ça que Dora n'est pas un camp très connu, puisque il fallait pas faire ce lien entre Évidemment. entre les deux. Et alors là, je vais prendre ma feuille parce que c'est un peu plus complexe. Et là, ça rejoint un peu l'idée où je te disais c'était le plus visité ou pas. Parce que Colette, au tout début, elle dit qu'elle a jamais été visiter les camps parce que elle était en colère de voir la manière dont se comportaient les gens là-bas. Et elle parle même de tourisme morbide. Et donc, je sais pas si tu connais le documentaire qui s'appelle Sauver Auschwitz. Ça a été réalisé par Jonathan Ayoun. Non? Non. Alors c'est passé sur Arte et en fait si tu préfères ça explique si on doit sauver ou pas Auschwitz et aussi entre autres ça explique que c'est à double tranchant dans le sens où t'as à la fois ce devoir de mémoire mais aussi ce tourisme où ils mettent les gens dans les parkings, ils font un business autour. Et moi du coup je me demandais, comme Colette à ce point de vue là, toi c'est quoi ton point de vue sur le fait de visiter les camps, tu vois? À la fois sur le côté devoir de mémoire, mais aussi sur le côté business model finalement, tu vois. Moi, je dirais plutôt que c'est marrant parce que quand je suis arrivée en prépa à Mariette l'année dernière, j'ai eu souvent la question forcément, pourquoi tu t'intéresses à ces périodes morbides, justement. Mais j'ai aussi eu le droit aux remarques du genre, je comprends pas pourquoi les camps n'ont pas été complètement détruits. Pourquoi ce sont des musées aujourd'hui. Mhm. Et puis, justement, quand j'ai entendu ça, c'est là que je dis, justement, vu qu'il n'y a plus... Déjà, quand on va à Dora, il y a certains bâtiments, il n'y a plus rien. Les baraques, elles étaient construites en bois, ou d'autres matériaux qui ont été récupérés par les habitants pour reconstruire leur maison D'accord. après la guerre. Donc du coup, par exemple, le bloc 7 où était logé Jean-Pierre, il n'y a plus que l'emplacement au sol. Le crématoire, il est encore là puisque c'est en briques. Mais du coup, il n'y a plus beaucoup de bâtiments de façon concrète, comme dans beaucoup d'autres camps. Et je me dis que déjà, il n'y a plus beaucoup de traces concrètes. Mais si en plus, les camps ne sont pas faits, si on n'avait pas fait des camps, des musées, Musée, ouais. ou des sites de mémoire, ça entretient encore plus l'oubli. Ouais. Puisque même quand on va... si on va, admettons... je me suis rendu compte que si je devais aller un jour à Dora avec des élèves pour leur expliquer ce qui s'était passé là-bas, ils voient plus les bâtiments, donc on leur explique et ils disent il n'y a plus rien. Donc c'est quand même super important de conserver les sites. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc qui déconne, tu sais, au niveau justement de ce côté business model, tu vois, où les gens y vont plus comme une attraction pour certains, tu vois. Après, c'est sûr que le côté attraction, c'est quand même un peu gênant, mais après, comme tous les musées... Oui. Mais c'est sûr que... Mais moi, je suis d'accord avec le toi. côté hein. attraction, c'est sûr que c'est pas possible.
Bah ouais, mais le problème c'est qu'on peut pas choisir qui vient pas aussi. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que de toute façon, on doit garder une trace de ça, d'autant plus que on est quand même dans une période assez complot, machin. Le dénégationnisme, on n'en parle même pas, donc au moins avoir cette preuve palpable, ça permet vraiment justement de dire, notamment que ça a existé. S'il y a des formes d'irrespect, je pense que c'est parce qu'on parle pas encore assez de cette période de l'histoire, enfin, où elle n'est pas encore assez connue. Donc du coup, peut-être que ça pourrait aider à ce que les gens respectent les lieux. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que tu soulignes et que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, quand j'étais au collège, quand on arrive en 4e, 3e, on passe obligatoirement par soit Nuit et brouillard, soit des extraits de Shoah. Et aujourd'hui, quand je demande à des élèves, et même des gens qui ont peut-être 20-25 ans, quand je leur demande s'ils ont vu Nuit et brouillard quand ils étaient au collège ou au lycée, il y en a quand même pas mal qui me disent qu'ils n'ont pas vu ça. Et j'ai l'impression que même dans l'éducation nationale, finalement, j'ai l'impression que ça se perd aussi un peu. Alors évidemment, peut-être pas partout, mais j'ai l'impression que c'était un passage obligatoire à une époque et qu'aujourd'hui, c'est un peu délaissé en fait. Après, le documentaire, justement, il peut être utilisé comme outil pédagogique pour pouvoir raconter cette période de l'histoire, puisqu'on part d'un parcours particulier, donc ça permet vraiment de faire un zoom. Puis justement, si ça... des élèves normands par exemple, on parle de quelqu'un qui vient de Normandie, donc forcément ça va sûrement plus les intéresser que... Et même ça intéresse plus qu'un livre d'histoire où ce sont des généralités, puisque les élèves peuvent voir concrètement. Et puis c'est bien qu'il soit vu aux États-Unis, puisque l'année dernière, je me rappelle qu'une fois, la page du documentaire a publié un article, et dans cet article, il y avait un chiffre, je sais plus lequel, mais il y avait une part relativement importante de la population américaine qui pensait que les camps de concentration étaient un mythe. C'est vachement important de... Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aux États-Unis, justement, pour les Oscars, il a peut-être été mis en avant. C'est peut-être aussi parce que chez eux, il y a cette culture du mythe, en fait, comme si ça n'avait pas existé. Oui, puis en plus, pour ce qui est avec l'histoire de Von Braun, c'est aussi un véritable... C'est une sorte de réhabilitation, en fait. C'est né de l'histoire, parce que... c'est ça. Au final, il n'a jamais été jugé, alors qu'il était gradé dans la SS. Il est responsable de la mort de 20 000 personnes. Et quand l'homme a fait les premiers pas sur la ligne en juillet 69, on l'a érigé en héros national. Et derrière, il y avait tous les survivants de Dora et les familles des déportés de Dora qui étaient derrière l'écran et qui demandaient juste qu'ils soient jugés. Bien sûr. Donc on parlait de mémoire et en fait ce que je trouve intéressant c'est que comme le travail que tu as fait avec Laurent Thierry et le reste de l'équipe, parce que vous n'étiez pas que deux évidemment. Donc, environ 70 personnes qui ont travaillé sur le livre. C'est du taf. Et donc du coup, comme le travail que tu fais sur le livre des déportés, dans le film, ton intervention finalement elle sert de passerelle entre les générations. Et ça, est-ce que c'est, en tant qu'étudiante en histoire, est-ce que c'est quelque chose qui te motive, cette idée de transmission aux générations, au-delà de l'aspect historique, tu sais, très, très pragmatique, genre, voilà, telle date, telle date, telle date. Et est-ce que, pour toi, l'histoire, c'est aussi une affaire de sciences sociales, dans le sens où c'est aussi une manière de permettre aux générations futures de comprendre leur passé pour mieux gérer leur avenir, en fait? La réponse est oui, forcément. Avant de développer, je dirais que déjà, Colette, elle a accepté d'aller en Allemagne parce qu'elle a vu mon travail sur le parcours de son frère, et surtout, le but de Colette, c'était vraiment de transmettre, donc forcément, on revient sur cette question. Pour moi c'est super important, et puis c'est symbolisé dans le film, et parce que Colette, elle a 93 ans, donc elle n'a pas été déportée, mais son frère a été déporté, mais c'est un témoin de la période, et justement 93 ans elle est quand même en forme, mais il y a plus beaucoup de... Elle a la patate quand même, moi j'ai 93 ans, bon, elle a beau avoir une canne, t'inquiète, elle y va, là. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de témoins de la période, c'est vrai. Et justement, c'est super important que... déjà, c'était la première fois que je rencontrais aussi intimement un témoin de cette période.
T'en avais déjà rencontré avant, mais plus dans un par exemple, contexte de réunion Pour ou... le concours national de la résistance et de la déportation, j'en avais vu, mais vraiment de loin. Au lycée Ribot, Ida Grinspan venait, mais j'étais pas... C'était pour les terminales et j'étais en seconde, donc de loin aussi. Et donc du coup, c'est super important de recueillir les témoignages, puisque bon, après quand ils seront plus là, on aura des enregistrements, ou même moi, le parcours de Jean-Pierre est écrit. C'est comme pour le livre des 9000, l'éditeur a pris l'engagement d'offrir un exemplaire numéroté à chaque famille de déportés de Dora, et à chaque fois qu'on rencontre une famille, par exemple à la Coupole, et la conversation elle est enregistrée, ce qu'ils nous racontent sur cette période-là. Comme ça on a des traces et on pourra les rediffuser plus tard quand il y aura plus personne, quand il y aura plus aucun témoin direct de la période. Et comme tu parles de témoignages, ça c'est une question qui est assez complexe, mais est-ce que pour toi le témoignage fait office de preuve? Tu vois, je pense à... Je fais toujours la distinction entre d'un côté Shoah et d'un côté Nuit et brouillard, dans le sens où Nuit et brouillard ça se passe beaucoup sur de la photographie, sur des images, là où Shoah s'intéresse beaucoup plus au témoignage et à la retranscription du geste, notamment avec le coiffeur qui est encore coiffeur et qui explique comment il coiffe. Le témoignage peut être une source pour raconter l'histoire. Donc par exemple pour la notice de Jean-Pierre Catherine, j'ai utilisé les informations que Colette m'a données sur son frère. Mais d'un côté, il faut quand même faire attention et puis vérifier quelques informations, puisque avec le temps, la mémoire, on ne garde pas tout en mémoire. Et parfois, on invente des souvenirs aussi. Justement, on peut inventer vraiment un souvenir. J'ai un exemple précis avec Colette. Donc, par exemple, elle dit toujours, ou souvent, que la dernière femme que son frère a vue, c'est Simone Veil. D'accord. Sauf que Simone Veil, à l'époque, elle s'appelait pas Simone Veil. D'accord. Donc Simone Veil, elle est vraiment passée par Dora. Mais Jean-Pierre est arrivé à Dora en février 45. Et Simone Veil est arrivée un mois avant, je crois, à Dora. Et elle est restée vraiment vraiment pas beaucoup de temps. Parce qu'après, elle est directement allée à Auschwitz. Donc du coup, ça montre que vraiment le témoignage, on peut l'utiliser, mais il faut quand même aller vérifier les informations au niveau des dates. Et donc quand tu as un témoignage qui n'est pas sûr, tu le prends quand même comme acquis, ou tu veux d'abord que ton témoignage soit renforcé par des faits? Genre, admettons, tu n'as pas de faits sur le témoignage, est-ce que tu t'abstiens de l'utiliser, ou tu le gardes quand même? Je pense que, après... pour certains faits, vraiment, sur la vie personnelle de Jean-Pierre, je pense que voilà, t'as pas ça le choix. Va. Mais vraiment, là, pour l'exemple de Simone Veil, on a pu vérifier, et puis si vraiment on n'a rien, vaut mieux pas le mettre. D'accord. Ok, et en tout cas, merci Lucie, franchement, c'était super intéressant, hein. J'ai appris plein de trucs. En plus, je suis sûr qu'en refaisant le montage, je vais me rendre compte de plein de choses. Juste une dernière chose, est-ce que t'as un mot à passer aux gens? J'ai des jeunes qui nous regardent, hein. J'ai du 16-17 ans, si t'as peut-être un mot à leur dire sur l'histoire, sur je ne sais pas, ou n'importe quoi, même genre si tu veux commander un kebab, vas-y, y a pas de problème. Moi je leur dirais d'aller voir le documentaire, parce que pour les jeunes générations, je pense que c'est un format vachement intéressant qui peut vraiment les attirer. D'ailleurs, j'en profite, le lien est en description parce qu'il est accessible gratuitement sur internet, ce qui est rare quand même parce que tout ce qu'on voit aux Oscars, c'est rarement gratuit. Donc profitez-en, je mets le lien en description. Et s'ils peuvent s'engager dans un musée, n'importe quelle période de l'histoire les intéresse, pour pouvoir... De toute façon, à partir du moment où c'est de la culture, de la recherche ou quoi, il y a besoin... que ce soit d'argent ou de main, voilà, clairement. Nous, on a le même problème avec, tu sais, tout ce qui est cinémathèque, restauration et tout, c'est pareil, quoi. La culture et l'histoire, même combat. Encore merci Lucie, et puis voilà, si vous voulez aller voir Colette, le lien est en description, et puis on se dit à la prochaine sur la toile. Salut!